C'est un coup de tonnerre. Le groupe Michelin va fermer 2 usines. L'entreprise Eurofan, qui fabrique depuis plus d'un demi-siècle des éclairages publics, va fermer dans 1 mois. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Bienvenue dans Casse Sociale, la série qui donne la parole à celles et ceux qu'on n'entend jamais quand on parle d'économie. Les gens qui prennent tout dans la gueule. Licenciements, délocalisation, fermeture d'usines, eux, ils connaissent. Et pour ce premier épisode, on vous emmène où ? À la maison, Grenoble. Du moins juste à côté, à Pont-de-Claix. Là-bas, il y a l'usine Vancorex. C'est un fleuron de l'industrie française. Et ils se sont pris un plan social en pleine face. Mais cette fois, les ex-salariés ont dit stop. Pas question de se taire ou de baisser les bras. Ils s'organisent, ils se battent et surtout, ils rêvent d'un autre futur pour leur usine. Et pour leur ville. Alors venez, suivez-nous. On va les rencontrer. Alors où on est? Là, on se trouve sur le site de production de Pont-de-Claix, qui est l'usine de Vancorex en France. On était le premier maillon de base essentielle à une chimie peut-être une des plus importantes de France. Elle a été construite à l'époque pour la guerre. Ouais, je crois, pas loin. Ouais, 110 ans. Ouais. La guerre de 1914 provoque la création d'usines d'armement chimiques fondées sur l'utilisation du chlore. La société du chlore liquide voit le jour à Pont-de-Claix en 1916. Elle occupe alors 10 hectares, soit 2,5% du territoire. À Vancorex, on faisait principalement les polyuréthanes, les isocyanates et les polyuréthanes. Donc tout ce qui est revêtement, peinture, vernis, etc. Et c'est uniquement cet atelier-là, qui a très haute valeur ajoutée, qui a été repris par une entreprise chinoise, donc notre principal concurrent, qui a laissé tout le reste de la plateforme à l'abandon. C'était devenu l'un des symboles de la perte ou non de souveraineté industrielle ces derniers mois. L'info de la journée, c'est bien sûr la décision du tribunal de commerce de Lyon qui a finalement choisi le projet de reprise de Vancorex par Borsochem, filiale hongroise du groupe chimique chinois Wanhua. Je pense que tout le monde l'a bien cerné. C'est le fait, comme on disait, que tu puisses dire ce que tu veux, qu'on ne coupe pas la parole. Du coup, mon métier, ça consistait à superviser les installations pour produire selon les consignes au mieux. Voilà. Moi, j'avais jamais travaillé en tant que technicienne environnement, donc de pouvoir travailler sur les normes environnementales et de me dire, au final, c'est un peu par mois que passent les contrôles des normes enviro, c'est hyper gratifiant. Et c'est hyper intéressant de découvrir un nouveau domaine. Le poste était intéressant, les conditions étaient intéressantes, le projet était intéressant, donc j'ai signé le CDI en me disant, ça y est, enfin, je vais pouvoir me poser définitivement dans la région, acheter la maison, envisager ma vie sur la région de Claix et du Pont-de-Claix. Après Michelin et Auchan, d'autres plans sociaux pourraient toucher des sites industriels. C'est le cas par exemple de Vancorex, une usine de produits chimiques près de Grenoble. Elle a été placée en redressement judiciaire. 439 emplois pourraient être supprimés. Au-delà de cette entreprise, c'est toute la filière de la chimie dans la région qui est fragilisée. C'est vrai que par rapport à toutes les réunions qu'on a pu faire, on sait que le coût de l'énergie a beaucoup joué. Parce qu'à l'heure où nous, on produisait à tel prix, les Chinois produisaient à tel prix. Donc forcément, on ne peut plus être compétitif. Donc c'est une structure qui normalement devrait toujours chercher à développer des nouvelles choses, etc. Fabriquer des nouveaux produits. Et c'était pas le cas. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Il n'y a pas eu que le coût de l'énergie. Il y a eu les contrats, je pense aussi, avec certains clients qui n'avaient pas été renégociés depuis des années. Il y a eu beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment un tout qui a fait que la mauvaise gestion nous en a amené à ça, en fait. En gras, donc, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression du poste de travail que vous occupez au sein de la catégorie professionnelle technicien de fabrication. Et voilà. Et quand on lit ça, ça y est, c'est acté. Quand on n'a pas la date avec certitude, au début on nous a parlé du mois de décembre, après de février, après de mars, après on dépassait pas avril, puis finalement moi ça arrive le 15 mai. Il y a une espèce d'angoisse tous les jours quand on va à la boîte aux lettres. On était dans l'usine mais il se passait plus rien, on attendait juste
un peu comme des animaux qui attendent pour se faire tuer, en gros. C'était assez bizarre comme ambiance. Puis après, on a reçu la lettre de licenciement le 1er mars. Voilà, donc après, on attend les 21 jours. Et puis le 22 mars, enfin le 21 mars, dernier jour, nous, on était d'après-midi. Après, on est tous allés manger ensemble. Et après, le lendemain, on était censé être de nuit, mais pas aller au boulot, terminé. Je le souhaite à personne. Mais de se dire, ça y est, il n'y a plus d'espoir, c'est là. Ça a un impact qui est pas mesurable. On a estimé, nous, que c'était 6 000 emplois qui allaient être touchés, direct, indirect, l'impact sur l'économie. Quand vous avez un système qui est installé depuis 120 ans, qui a créé des interactions avec tout un système économique, des entreprises se sont créées rien que pour Vancorex, en fait. Rien que pour la plateforme chimique. Ça, c'est une réalité. Quand vous allez au bar du Verdun, au resto de Verdun, et que vous avez des ouvriers qui sont venus bosser pendant des années, et que le dernier jour, ils disent « Moi, je suis une boîte de Saint-Étienne, je ne reviendrai plus », mais parce que c'était l'essentiel de mon activité. Et je vais fermer pavillon. C'est vrai qu'on prend un petit coup, hein. Puis comme j'ai dit à vos confrères, au début, quand c'est arrivé tout ça, quand ils ont eu la sentence qui est tombée, j'avais beaucoup de colère, moi, de la tristesse et de la colère pour toutes ces personnes qui se retrouvent à la maison du jour au lendemain. Alors moi, je suis Richie, je suis restaurateur, cuisinier. Et là, on est ponté dans le restaurant Le Verdun, chez Richie. Voilà, on accueille du public et notamment les gens de la plateforme. Maintenant, nous, de notre côté, oui, bien sûr, on a à peu près 30% du chiffre d'affaires qui est parti, qui s'est envolé. Hein. Avant, on était complet à midi. On était complet tous les jours, terrasse, salle, complet. Hein. Maintenant, on n'est plus complet. J'ai vu, moi, des gars qui pleuraient, quoi. Moi, j'ai vu des gars pleurer, j'ai vu des chefs d'entreprise avec les larmes aux yeux, qui sont en train de couler. On parle des restaurateurs ou des cafés, mais il n'y a pas que ça. Il y a des opticiens qui travaillaient, qui avaient des contrats avec la plateforme qu'ils ont arrêtés. Parce que du jour au lendemain, quand on se retrouve avec le contrat en moins, je veux dire, ça fait du manque de chiffres. En fait, 120 ans, c'est comme si vous prenez un arbre avec d'immenses racines, en fait. Tout est ramifié, tout est interconnecté, en fait. Et globalement, vous êtes incapable de dire qui ne va pas être touché demain par ça. Donc oui, bien sûr, dans les commerces, les bistrots sur la place, parce que, en fait, c'est toute cette vie-là, en fait. Les gens qui ont leur crédit, leur maison, leur appart, c'est des ramifications telles que personne n'est capable de dire vous coupez, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, en fait. C'est là, on leur a expliqué 18 fois l'effet domino. Alors ça, c'est une belle phrase, l'effet domino. Alors ils étaient là, ah non, mais on a trouvé du sel, machin, pour... il vient de Pologne, je ne sais où. C'est pas ça le sujet, en fait. C'est pas ça le sujet. C'était un choc pour ma fille. Ça a été dur, en fait. Le regard de ma fille, qui a 10 ans, sur cette situation, en fait. Je crois que ça a été... pour moi, ça a été difficile, ça. Les projets mis tombent à l'eau, ouais. Et du coup, le moral allait avec sur le moment. Vraiment grande tristesse, en tout cas, de quitter l'usine et dans ces conditions-là en plus, et de plus avoir un soupçon d'avenir maintenant. C'est lourd moralement pour beaucoup de savoir qu'on va perdre notre emploi, que pour beaucoup, c'est toute la vie de famille qui est chamboulée, c'est potentiellement des déménagements aussi, c'est des situations financières assez critiques pour certains aussi. Et dans des situations comme ça, il y avait une cellule d'accompagnement avec des psychologues, ils mettent ça en place. Parce que oui, j'imagine que ça fait tâche dans les médias si on apprend que quelqu'un s'est suicidé, entre guillemets, et que l'élément déclencheur de cet acte serait le licenciement, ça ferait tâche. Donc ils ont essayé de mettre des choses en place, mais bon,
Il peut y avoir des psys, oui, ça peut aider certains. D'ailleurs, il y en a qui ont consulté, hein, donc je pense qu'ils avaient besoin d'aide. Mais oui, quand on a des amis qui perdent le sourire du jour au lendemain, on peut s'inquiéter pour eux. Hein. Je te disais, mon père, il a passé toute sa carrière ici, et moi, je pensais vraiment faire ma carrière là, en fait. Quand je suis rentré, j'étais quasiment certain de... Après, peut-être que j'allais changer plus tard, je sais pas, je suis jeune encore, donc peut-être ça pouvait changer, mais pour l'instant, je me voyais continuer ici pour une paire d'années, clair et net, et d'être en CDI, d'avoir la sécurité de l'emploi, tout ce qui allait avec, et un travail qui me plaisait. C'est quand même pas ce que... Enfin, j'ai jamais trouvé d'un autre travail qui me plaisait. On a été abandonnés, il n'y a pas d'autre mot. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Il est impossible de laisser tomber Vancorex parce que c'est un des premiers dominos de la chaîne qui va tomber derrière. Aujourd'hui, on est en train de complètement tout faire tomber parce qu'il n'y a pas de décision au niveau de l'État. On en appelle à la nationalisation de l'entreprise parce que c'est la seule solution de sauver à la fois Vancorex, tous ses emplois et toute la filière derrière. On a fait une réunion au foyer laïque le jour où on a su qu'on n'avait aucun repreneur. Donc la réunion s'est faite je crois qu'en 1 heure, on envoyait les mails de tous les côtés, rendez-vous pour une réunion. Et à la réunion, on nous a expliqué donc, qu'on avait vraiment 0 repreneur. Donc en l'état, qu'on allait tous être licenciés économiques. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On monte un piquet de grève et on essaye de revendiquer au maximum et d'essayer de gagner du temps au maximum pour trouver un repreneur. Donc le piquet, ça s'est fait, mais vraiment très très naturellement. Je crois qu'on a voté à main levée à 11h30, à 13h on était à l'entrée nord, on avait le premier Barnum installé, les premières boissons qui circulaient, les premiers braseros installés. Il y a des gens qui ont mis à disposition un frigo. Et en fait, au fur et à mesure, le piquet de grève s'est monté. Alors, au début, c'était vraiment pas grand-chose, et puis à la fin, on avait l'équivalent d'une cuisine, on était couvert du vent, on avait des braseros, enfin, on avait de quoi tenir un peu l'hiver. Il faut savoir que le piquet, on y était 24/24. Il y avait toujours du monde, même la nuit. On a fait des roulements, on a fait des plannings pour qu'il y ait du monde en permanence et qu'on ne soit pas délogé. Ça m'a permis de rencontrer des gens que je connaissais pas alors qu'on travaillait dans la même boîte et ça, c'était super cool socialement. Et puis, on avait un noyau dur, très dur. On a tenu quand même très longtemps avec ce noyau et on n'a pas lâché à raison. La finalité, c'est de trouver déjà, pour sauver les emplois qu'on peut sauver, et aussi ceux qui doivent partir dignement. Ça, c'est l'objectif. On a eu les grosses journées de mobilisation, la journée avec Sophie Binet où on s'est retrouvés avec pas loin de 1000 personnes qui voulaient boire, manger. Derrière les plans de licenciement, il y a des vies. Derrière les plans de licenciement, il y a des territoires qui sont dévastés, il y a des familles qui sont torpillées. Donc à gérer en termes d'organisation, c'est un peu particulier, mais ça se fait et c'est là où on se rend compte de l'humanité et de l'entraide qu'il peut y avoir entre tous. Même des citoyens qui venaient nous voir, qui nous apportaient des petits plats, qui venaient participer à la cagnotte. Un petit enfant de 10 ans qui venait nous voir avec son petit sac de bonbons, je vous ai pris des bonbons à la boulangerie. Voilà, c'était ça, c'était un peu le côté très humain, on va dire, le piquet de grève. On a tout de suite été pris en charge par Séverine, la CGT, tout ça. Et du coup, on a toujours eu, nous, à notre niveau, en tant que vraiment simple ouvrier et qui n'a pas vraiment les tenants aboutissants de tout, dès qu'on avait un souci, on se tournait vers un élu et puis du coup, on avait tout de suite des réponses. J'avais un élu dans mon équipe en plus, donc en fait, la moindre question qu'on avait, on allait lui poser et puis s'il n'avait pas, il allait demander lui et puis ça se faisait comme ça. Et donc, pas vraiment, à l'échelle de l'usine, oui, abandonné totalement, mais humainement, en tant que coopérateur à l'usine, non, ça c'est plutôt bien fait, on a été bien, je trouve, enfin moi en tout cas, je trouve que j'ai été bien accompagné et que ça s'est fait dans de bonnes conditions. Mais grâce à mes collègues, etc., pas grâce à la direction, ni à l'État, ni au reste. Vraiment juste grâce à mes collègues. Monsieur Ferracci se déplace pour la première fois il y a 3 semaines. Mais je veux dire, les 500 personnes sont licenciées. Tout le monde est à la maison, tout le monde est licencié. Et il vient il y a 3 semaines, une fois que la guerre est finie. Quand on a un ministère, le principal intéressé, c'est quand même le ministre de l'Industrie, non ? Je sais pas. C'est pas le ministre de l'écologie ou le ministre des Sports qui va venir. Je vois pas bien ce qu'il peut venir faire là. Hein. Pour moi, la principale personne intéressée, il s'appelle Ferracci. Est-ce que cette personne est venue ? Non. Il est venu quand tout était fini. Il n'est pas venu une seule fois pendant les 67 jours qu'ont duré le piquet de grève, ce qui est un peu
Enfin, c'était à ce moment-là qu'il fallait venir visiter l'usine, se rendre compte des enjeux qu'il y avait, notamment en termes de dépollution du site. Pour moi, c'est ça que je comprends pas. Qu'ils prennent des décisions après en ayant toutes les cartes en main, c'est leur décision. Et moi, je me rappelle la première fois où j'ai eu Ferracci, c'est quand même assez... J'ai eu son numéro, 06 traîne toujours, hein, donc je lui envoie des messages. M'a jamais vraiment répondu, des SMS laconiques, contacter mon cabinet. Non, j'ai envie de parler au ministre, j'ai pas envie de parler à son cabinet. Quand vous avez le ministre qui me dit il y a 3 semaines, Monsieur le Président, moi ce que je vous apporte ici, ce que je vous propose, c'est de travailler à une gouvernance commune de la plateforme chimique de Pont-de-Claix, alors que ça fait 10 mois que ce projet il est là, c'est-à-dire que lui n'amène rien, n'est capable de rien amener. Et moi, je lui ai répondu, en off, je ne suis pas ministre, monsieur Ferracci. C'est vous le ministre. C'est vous qui me convoquez. C'est pas moi qui vais vous convoquer. Eux, ils sont dans un mécanisme extrêmement classique. Il y a un repreneur. Il faut qu'il y ait un repreneur dodu, costaud. Il faut que l'État mette moins d'euros possible. Il y a aussi des parties de l'activité qui auront besoin d'être démantelées, mais qui néanmoins peuvent aussi intéresser des investisseurs. L'État, depuis le début sur ce dossier, joue son rôle à essayer d'accompagner le fait de trouver une solution industrielle et va continuer de jouer son rôle pour attirer des activités industrielles nouvelles. C'est leur doctrine financière, en fait. Cette espèce de doctrine que la dépense publique de l'État est une catastrophe. C'est quand même fou, quand même. Le néolibéralisme, pour moi, c'est une grosse bêtise. Et baser toutes ces décisions à un niveau national là-dessus, ça n'a pas de sens. Ça a un sens court-termiste. Ça n'a pas de sens. Voilà. À moyen terme, déjà, ça perd énormément de sa valeur. C'est un peu comme pour limiter l'inflation, on peut faire un peu de la casse sociale, ça permet de la limiter. Par contre, derrière, l'État va payer du chômage, il y aura moins de cotisations qui vont rentrer, etc. Donc au final, sur le coup, ça marche, et puis derrière, en fait, ça aggrave la dette de l'État, alors que peut-être que si l'État aide un peu, en fait, ça permet de relancer les choses. Après, je suis pas expert, donc... Qu'est-ce qu'on pense des politiques, de tout ça? Est-ce qu'ils ont été à la hauteur? Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'on vit? Et... Quand on prend tout ce qui se passe, on a l'impression qu'ils s'en foutent, en fait. Ils peuvent pas ignorer. Ils ont les informations comme nous. Ils ont des gens autour d'eux. Pour moi, ils peuvent pas ignorer. S'ils sont là où ils sont, c'est qu'ils sont pas stupides. Donc, pour moi, il y a une volonté qui n'est pas assumée de faire ce qu'ils font. C'est pas que l'État ne peut pas tout faire, c'est qu'eux n'ont rien fait et ne font rien. Considèrent que leur posture, c'est de ne rien faire, en fait. Vous savez, on est toujours sur cette même phrase que Jospin avait déjà évoquée et qui avait été redoutable, hein, c'est de dire l'État ne peut pas tout. En fait, l'État ne peut pas tout, c'est le terreau de l'extrême droite, en fait. L'État ne peut pas tout, mais en fait, vous pouvez quoi pour moi? En fait, vous ne pouvez rien pour moi. Et moi, ma grande angoisse derrière tout ça, on se le dit ici, mais c'est que quand il y a du vide politique, on sait à qui ça profite, en fait. Ça profite au Rassemblement national. Il y avait un collègue à vous, CGT de la Moselle, qui était là à une réunion à Bercy un jour, et qui a dit, là où il y a eu la fermeture d'une mine, c'est là où il y a eu un député RN qui a été élu. Évidemment, c'est celui qui est d'ailleurs rapporteur de la désindustrialisation de la France. En fait, on offre tout ça, en plus, politiquement. On offre politiquement tout ça au Rassemblement national, ce qui est quand même absolument fou, quoi. Le RN, il se fiche des ouvriers. Il s'en fiche complètement. Il se fiche de la souveraineté nationale. Ils ont beau avoir redoré leur blason, leurs idées, elles sont puantes, et on sait tous lesquelles sont. C'est l'immigration, c'est des choses comme ça, et le reste, en fait, c'est la poudre aux yeux. Il n'y a eu personne, aucun député Front National ou médias affiliés, CNews par exemple. Voilà. Pour ne pas les citer. Monsieur Pro, il n'est pas venu. Et je pense que ça montre, ça peut montrer aux gens que, parce que c'est beaucoup d'ouvriers, enfin c'est la classe populaire qui vote quand même majoritairement pour eux,
ça peut montrer aux gens qu'en fait, ces gens-là se foutent de la classe populaire. C'est un coup de théâtre. 22 salariés aidés par la métropole de Grenoble ont préparé dans le plus grand secret un plan pour reprendre Vancorex en société coopérative. Pendant toute la bataille pour le sauvetage de la plateforme, on avait tout un tas de partenaires. Donc il y avait les salariés très mobilisés, il y avait les collectivités, le maire de Pont-Claix, le maire de Jarry, les autres maires de la communauté de communes de Grenoble. On a fait venir plein d'industriels, les banquiers sont venus, les banquiers régionaux, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, qui ont toujours été emballés par le projet. Des banques qui sont emballées par le projet. S'il n'y avait pas d'avenir, ils ne viennent pas pour le plaisir quand même. Et du coup, on s'est dit, on a tout ce qu'il faut pour, si on met tout en commun, on va bien arriver à faire quelque chose. Donc, avec nos experts, les experts de la CGT qu'on avait mandatés, ils nous ont proposé ce modèle de société coopérative d'intérêt collectif. Et en fait, ça a matché. Tout le monde a dit banco, on y va, et on a monté le projet. Qu'on a fait le boulot à leur place. C'est-à-dire que le projet Exalia, il est là parce que les salariés se sont mobilisés et qu'on a fait le travail qu'eux auraient dû faire pour sauvegarder une plateforme de 120 ans sur notre territoire. Un groupement d'investisseurs, de salariés et d'élus locaux ont dévoilé le projet Exalia, la dernière chance pour sauver la plateforme chimique de Pont-Claix. L'objectif là aujourd'hui, Exalia, c'est un projet de redonner un avenir à cette plateforme, mais un vrai avenir tourné vers le futur et pas vers le passé. Donc partir sur des outils efficients, sur des produits décarbonés, des nouveaux produits biosourcés, etc. Ça intéressait beaucoup de monde, mais pour que les gens viennent s'implanter sur la plateforme, il faut qu'elle soit gérée, cette plateforme. Si personne s'en occupe, on ne pourra pas reprendre parce que en fait, tout est imbriqué, les réseaux sont imbriqués. S'il n'y a pas quelqu'un qui gère les moyens communs, par exemple, jamais on n'y arrivera. Donc voilà, le projet Exalia, c'est ça. Là, vu que c'est vraiment local, vraiment local, la vision, c'est pas la même. Le but, c'est de rester ici et de pérenniser ici, en fait. Donc ça peut que être cool, en fait. J'aimerais bien que le projet Exalia, ça fonctionne. Moi, je suis, par rapport à quelqu'un comme Séverine, par exemple, je suis beaucoup moins investi, mais à ma hauteur pour l'atelier, puisque le chlore serait concerné avec le sel dans le redémarrage. Je suis un peu investi dedans et honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas, dans un cadre professionnel, on va dire, avoir eu autant d'entrain à faire des choses, à travailler, en fait, tout simplement. Être content de le faire, être heureux, le faire pour une raison que je trouve noble. Et du coup, j'ai vraiment envie que ça marche. Et j'invite tous ceux qui souhaiteraient que ça marche à s'ils peuvent, se manifester, apporter leur soutien. Et voilà, tout simplement. C'est notre slogan, on lâche rien. Hein. Non, jamais on lâchera pas. On lâchera pas, on se le doit déjà pour nous. Question de fierté, et puis pour nos familles, pour nos enfants, pour tout ça. Puis si on sert d'exemple, on a le sentiment de servir d'exemple dans ce qu'on va. On voit encore que le piquet de grève, il a été monumental. En France, qui a fait un piquet de grève comme le nôtre? Je sais pas si... vous avez vu les images. Et on est fiers de ce combat qu'on a mené. On est très fiers de nous. Moi, je suis fier d'avoir participé à ça. Ouais.